Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rox et aujourd'hui, jour spécial, nous célébrons la 50e vidéo publiée sur ma chaîne. C'est un party pour moi. Yahoo! Pour fêter donc ce 50e, est-ce que je fais une vidéo spéciale? Presque. On pourrait presque considérer ça comme une vidéo spéciale, puisqu'aujourd'hui, je réponds à la vidéo qui m'a été probablement le plus suggérée pour le but de ma chaîne. J'ai nommé Maria Chapdelaine de Louis Hémon. Ben oui, parce qu'il faut bien se lancer à un moment donné, hein? La lecture de ce roman-là a probablement été celle qui m'a été le plus conseillée par différentes personnes partout autour de moi pour en faire une capsule d'analyse sur ma chaîne. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi. C'est pas particulièrement une lecture difficile. Je pense que beaucoup ont trouvé ou trouvent encore que c'est juste une lecture plate. Mais une lecture plate, en quoi c'est pertinent de vous faire lire ça? Outre que la littérature, c'est quelque chose de super important, c'est une nouvelle façon de voir le monde, c'est blablabla. Je vais vous donner une couple de raisons concrètes de réaliser pourquoi on vous fait encore et toujours lire Maria Chapdelaine et en quoi c'est encore pertinent, même si vous aimez pas ça. Plongeons-nous donc dans l'analyse qu'est Maria Chapdelaine. Louis Hémon est né en Bretagne en 1880 et est décédé en 1913 en Ontario, frappé par un train. Ouais, ça c'est pas super glorieux comme mort. Il a écrit plusieurs nouvelles, quelques romans et plusieurs chroniques sportives pour divers magazines français, mais c'est définitivement son roman de Maria Chapdelaine qui va lui donner sa renommée. Mais on n'est pas rendu là encore. En 1911, Hémon décide de s'en venir au Québec en partant en bateau de Liverpool et il tombe en amour avec le pays. Il a rédigé un journal de voyage qui a été publié seulement posthume, donc en 1924, posthume voulant dire après sa mort, en français sous le titre « À la recherche de Maria Chapdelaine » et en anglais aux États-Unis sous le titre « The Journal of Louis Hémon ». Après avoir travaillé pour une compagnie d'assurance pendant moins d'1 an, ça avait pas l'air d'être sa vocation, il décide de quitter son emploi pour partir vivre un trip. Il part en direction de Latuc, débarque à Roberval et marche jusqu'au village de Péribonka où il va y travailler comme garçon de ferme. Lorsque l'hiver arrive, il quitte Péribonka pour aller jusqu'à Saint-Gédéon où il va y écrire l'histoire de Maria Chapdelaine. Ah, et pour les curieux de ce monde qui savent pas vraiment à quoi ça ressemble le Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui versus à l'époque, vous pouvez facilement trouver des cartes accessibles sur les internets. En gros, marcher de Roberval jusqu'à Péribonka, c'est une petite trotte pis pas rien un peu. Le gars t'est motivé. Au printemps 1913, il va dactylographier son roman pour l'envoyer en France. Il va envoyer une copie à sa famille et une autre pour le journal Le Temps de Paris. Il meurt en juillet de la même année. Comme je l'ai dit, frappé par un train, c'est trash pareil. Et son roman est publié sous type de feuilleton au début de 1914. La publication en volume traditionnel a été faite en 1916. Pendant les années 20-30, il y a plusieurs monuments qui se sont faits au Québec, qui se sont créés pour rendre hommage à Louis Hémon et son œuvre. La première adaptation cinématographique est tournée en 1934. Le temps passe, blablabla. Une autre adaptation cinématographique de Maria Chapdelaine en 1950, c'est un échec. RIP. Blablabla, bla, d'autres monuments, blablabla, bla, bla. Les années 50, 60, 70. Et boum! 1983, troisième adaptation cinématographique de Maria Chapdelaine. Le temps continue de passer, puis regarde. Maria Chapdelaine se retrouve avec une nouvelle adaptation cinématographique en 2021. On nous laissera pas l'oublier, ce roman-là, hein? Ben non, parce qu'il a grandement marqué le passage du Québec dans l'histoire de la littérature internationale. Merci, Louis. Nous ne passerons pas à un autre appel. Comme ça fait plus de 100 ans qu'on publie Maria Chapdelaine, il existe vraiment plusieurs éditions différentes. Personnellement, j'ai cette édition de la Bibliothèque québécoise, mais c'est pas grave si on n'a pas lu la même, je vous garantis que c'est la même histoire, pareil. Ma version comporte une jolie petite préface de Bernard Clavel, qui souligne vraiment très bien l'importance qu'a eu Maria Chapdelaine à l'étranger, donc à l'extérieur du Québec, et la marque qu'elle va laisser internationalement sur l'histoire du Québec. Alors je vous invite fortement à la lire si vous l'avez en votre possession, et ne surtout pas faire comme si elle n'existait pas. C'est un roman, encore une fois, selon mon édition, d'à peu près 200 pages, incluant la préface. Et l'histoire est divisée en 16 chapitres. C'est parfait. On y trouve également une brève chronologie des moments marquants qui a mené à la reconnaissance qu'a aujourd'hui l'œuvre et une bibliographie, ce qui peut être vraiment intéressant à aller feuilleter si jamais vous avez des recherches supplémentaires à faire ou vous voulez en apprendre plus sur le roman et l'histoire qu'il raconte.
La langue est écrite dans un français relativement neutre. Je dis neutre par rapport à l'accent. L'auteur n'a pas traduit textuellement les dialogues en gros keb sale, ou disons l'accent québécois précis de l'époque. C'est pas la même chose, l'accent québécois que c'était dans ces années-là que c'est là aujourd'hui. Et quand même, no offense, je connais vraiment peu de Français qui sont capables de le faire correctement. La transcription de l'accent québécois ou même de parler québécois. No offense, encore. Mais on devine que Aymon, il écrit dans une langue qui est littéraire. Le but, c'est de se faire comprendre. Et n'oubliez pas que Maria Chapdelaine reste une fiction. Pas un roman historique naturaliste, immersif dans la vie québécoise du début du 20e siècle. C'est un roman exotique. On veut faire découvrir le Québec au reste du monde. La langue est donc vraiment accessible, au point que pour nous, Québécois, on le lit sans vraiment reconnaître parfois notre accent. Mais faites attention aux détails. Aymon a ponctué son roman de petits indices syntaxiques de l'accent québécois. Ne passez pas trop vite par-dessus des phrases et vous allez peut-être remarquer l'utilisation de certains mots, de certaines contractions de mots, comme par exemple « asseoir » ou bien « ici » dans les dialogues des personnages. Attendez-vous pas à du jouer le coucher sur papier. On n'est pas là, pas en tout! Mais on retrouve une partie de notre dialecte dans de la littérature pour la première fois. Puis ça, c'est assez fascinant. Ah, puis l'histoire, elle. Ouais. De quoi ça parle, Maria Chapdelaine? Je vous résume ça en 3 secondes. Nous sommes au début du 20e siècle à Péribonka, dans la région administrative de ce qui deviendra un jour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous dites que Péribonka, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant votre dissertation, vous allez perdre des points et vous aurez tort. Les régions administratives du Québec ont été créées seulement en 1966, donc ce n'est pas accurate si vous dites que Péribonka, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean au début du 20e siècle. Je vous le dis à titre indicatif. Passons donc à autre chose. Le gars que Maria voulait marier, ben, il meurt. Fait qu'elle se ramasse à devoir choisir entre 2 autres options qui ont chacun leur point fort et leur point faible. Puis ben, Maria, elle sait pas lequel choisir. Mais est-ce que c'est juste un roman sur l'histoire d'un ado qui veut se préparer au mariage? No! Oh, que non! C'est une analogie complète sur le contexte historique de l'époque. On se lance là-dedans. Mettons qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au pied carré à l'époque. Mais ça, vous vous doutez que c'était pas mal le cas de toutes les régions éloignées de l'époque. Et par région éloignée, je veux dire tout ce qui est pas Montréal et Québec. Au début du siècle, les gens cultivaient encore leurs terres. L'Église contrôlait tout. L'éducation, la santé, la politique, nos valeurs, notre façon de penser, nos faits et gestes, l'heure à laquelle on allait pisser. J'exagère. Puis ils se battaient pour passer l'hiver. La vie était pas facile. Confronté à cette bizarre, il y a plusieurs personnes qui vont décider d'aller s'installer en ville, où l'industrialisation commence vraiment à prendre de l'expansion, alors que d'autres vont migrer vers l'Ouest canadien, qui prend de plus en plus d'ampleur aussi, ou ben, s'en vont aux États-Unis, là où il y a du vrai cash à faire. C'est vraiment une époque de grands points tournants pour le Québec. Beaucoup de migration, et l'expansion du Canada anglais va venir faire peser une menace sur le Canada français. Il n'y a plus grand choix, là. Partir et s'assimiler dans le Canada anglais, partir aux États-Unis, ou rester sur sa terre puis essayer de survivre. Le choix est pas bien facile, hein, vous allez me dire. Mais bon, il y a quand même beaucoup de monde qui sont restés, hein. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Des gens comme Maria Chapdelaine qui ont décidé de rester chez eux puis travailler pour rendre leur terre rentable, où il fait bon vivre. Ça n'aura pas été une partie de plaisir, mais c'est tout de même une époque où, grâce à cet acharnement du peuple, les gens étaient fiers de se dire québécois. C'est pas pour rien non plus que Maria Chapdelaine est considérée comme un des premiers romans agriculturistes, parce que c'est exactement ce qu'elle reflète. La fierté québécoise de travailler fort et de ne jamais abandonner, même quand il fait fucking moins 40 pis t'as 4 mètres de poudreuse à marcher pour te rendre jusqu'à tes bûches de bois qui chauffent ton poêle pour aller faire cuire juste tes patates. Bref, Maria Chapdelaine, même si c'est une fiction, c'est un résumé littéraire de cette période de l'histoire du Québec. Aujourd'hui, on qualifie souvent Maria Chapdelaine comme étant un des premiers romans agriculturistes québécois, soit un roman du terroir. Un roman du terroir, c'est un genre d'écriture du roman québécois qui se fait une espèce de propagande de la persistance qui est typiquement québécoise pour convaincre le peuple de rester en campagne plutôt que de partir aux States, faire du cash et trahir toute leur identité canadienne-française. C'est normal, tu sais, avec le contexte historique et la description que je vais vous faire de chacun des prétendants de Maria après ce segment-ci. On dirait vraiment que j'étale de long en large toutes les caractéristiques de ce que c'est un roman agriculturiste. Mais à l'origine, ce n'en est pas un. Boum! Révélation! Mais non, ce n'est pas écrit à la base pour être un roman dit agriculturiste, un roman du terroir. Parce que c'était pas du tout avec cette mentalité-là que Louis Aymon a écrit son roman. En fait, il a été inspiré par le mouvement du roman exotique, qui consiste à faire découvrir une partie méconnue du monde à d'autres cultures. Ça sonne bizarre, surtout que le mot exotique est rapidement connoté avec les tropiques et ces histoires-là, mais en fait, le mot exotique veut juste dire étranger. Louis Aymon voulait, avec son roman, montrer le Canada français à la France. Montrer ce qu'on est devenu depuis la dernière fois qu'ils ont pris de nos nouvelles, genre
genre v'là 200 ans. Comme le succès du roman a été mondial et est encore d'actualité, on peut dire qu'il a bien fait sa job. Bref, juste important ici à retenir qu'à la base, l'œuvre de Maria Chapdelaine n'est pas un roman agriculturiste, mais un roman exotique. Pas pour nous, mais qu'est-ce que tu veux? On a 3 beaux petits bonhommes qui font la cour à notre belle Maria. François, Eutrope et Lorenzo. Chacun de nos petits bonhommes représente un futur différent pour Maria et la famille qu'elle va avoir avec la personne qu'elle décide de marier. Là, attachez bien votre truc parce qu'on rentre dans une grande comparaison avec le contexte historique. Le premier, Frankie Frank, notre cher François, semble le candidat parfait à notre chère demoiselle. Beau, fin, aventureux, la parfaite représentation du coureur des bois et la belle vie qu'avait le peuple canadien-français dans ses débuts de la colonisation. Un choix trop parfait. Frank meurt. Oh shit! Il meurt parce que la vie d'avant n'est plus possible. Maria, comme le Québec, ne peut pas continuer de vivre dans le passé et de se faire croire que la belle vie de coureur des bois et de ceinture fléchée est encore possible. Les temps ont changé. Maria l'aimait tellement, François. Et François, il l'aimait tellement, lui aussi, Maria. Presque comme le Québécois aimait autant le Canada français avant que la conquête vienne tuer leur amour. Eh oui, je fais de l'ironie. Mais c'est comme ça que je fais comprendre et valide mon point. Bref, François meurt et n'est plus une option. Ce qui rend encore plus déchirant pour Maria d'avoir à faire un choix entre les 2 autres options qui sont pas vraiment les gros gagnants du gros lot. On a donc Lorenzo, qui veut amener Maria aux États-Unis pour y fonder leur famille et faire du gros cash. Et nul autre que Eutrope, qui souhaite cultiver la terre pas loin de chez les parents de Maria et continuer de vivre leur petite vie de petite famille d'agriculteurs sur leur propre terre, ensemble comme un couple de belles familles de Québécois, Canadiens, Français, chrétiens. Le choix est pas facile. Et pendant un bref instant, on a l'impression que Maria pourrait peut-être choisir Lorenzo. Mais non, comme tout bon roman du terroir, roman agriculturiste, Maria décide de rester chez elle, où oui, les temps sont durs, mais où elle doit rester en tant que bonne Canadienne française chrétienne. Je peux pas le décrire plus grossièrement et plus évidemment que ça. Si vous dites après votre lecture de Maria Chapdelaine que le roman ne reflète pas le contexte historique de l'époque, je pense que je vous trouve et je vous donne une petite claque. Juste une petite, là, pas bien fort, là, mais bien placée. Sur ce. Un film ne remplace pas votre lecture du roman. Voilà, c'est dit. J'ai même déjà fait une capsule entière sur ma chaîne pour expliquer avec des arguments pourquoi c'est inutile de regarder une adaptation cinématographique à place de lire le roman. Allez la voir si ça vous intéresse, mais ici je vais vous donner la version courte. Pour résumer la vidéo en entier, c'est cave. Cela dit, vous pouvez en faire un complément à votre lecture pour voir comment les scénaristes ont adapté l'œuvre et avoir un contexte historique visuel. Mais come on, lisez le roman. De toute façon, il y a 4 versions d'adaptations cinématographiques différentes de disponibles. Puis ils sont toutes différentes, toutes adaptées différemment. Et elles ne sont pas le roman. En plus sérieux, ces films-là, en plus, sont vraiment longs. La version 2021, 2h45. 2h45! Sais-tu combien de pages t'aurais pu lire pendant ce temps-là? Et avoir la vraie bonne matière pour faire ton examen? Je sais pas une moyenne, là, parce que ça dépend de tes capacités de lecture, puis de la vitesse à laquelle tu lis, puis c'est pas mal indépendamment de chacune personne, c'est jamais mon histoire. Là. Mais je pense que mon point est clair. Tant qu'à regarder 6 heures de film, pas faire la lecture, là, et quand même risquer de couler, essayez donc, je sais pas moi, de vous détendre. Lire quelques pages. Si vous avez de la misère à comprendre, c'est exactement pour ça que mes capsules existent, pour vous accompagner dans votre compréhension et vous lancer sur des pistes que parfois vous auriez pu manquer. Mais bon, pour ceux qui ne m'écouteront pas, vous me direz dans les commentaires si les films font bon. J'ai pas eu le temps de regarder avant d'écrire un bon scénario. Fait que pourquoi vous faire lire ce roman-là, autre que pour ouvrir ses horizons, faire une culture générale, lire pour lire, tous des exemples que m'a donné Guillaume, et que je défends aussi, là, on s'entend. Mais je pense que globalement parlant, ma position est vraiment très claire. Si aucune de ces idées-là de vous faire une culture générale, de lire pour le fun ou de juste découvrir cette époque-là, la réponse est quand même legit dans le contexte historique. Vous donnez une petite idée de comment on vivait à l'époque au Québec. Et quelle option on avait pour bâtir sa famille, puis en gros, vivre. Un gros point tournant pour notre province. Une chance qu'ils sont pas toutes parties, puis qu'il y en a une couple qui sont restés, qui l'ont arraché, puis qui se sont battus, qui sont pas laissés envahir complètement par la vague d'industrialisation, en perdant leurs racines puis leurs valeurs québécoises. On fait un cours d'histoire du Nord là-dessus, puis on n'emballe plus. On assimile, puis on passe à d'autres choses. Mais le lire, surtout dans un roman qui a été écrit à l'époque même où ça se passait, c'est une marque, puis une grosse à part de tout ça, parle de notre histoire.
Ce roman-là nous partage le déchirement des familles québécoises au début du 20e siècle, et on ressent cette douleur-là à travers le propre déchirement de Maria. Est-ce qu'il aurait dû choisir Lorenzo? Débattez-en entre vous si vous voulez. Et on peut pas nier que s'il n'y en avait pas eu assez de Maria Chapdelaine à l'époque, le futur du Québec aurait été vraiment différent. J'aimerais en profiter pour vous paraphraser une phrase d'une de mes enseignantes en ce moment à l'université, qui, il y a quelques semaines, elle nous a montré un poème quelconque dont je me souviens même plus le titre, mais elle a fait une comparaison avec le personnage du père Chapdelaine. Cette analogie-là avec le personnage Chapdelaine n'était pas nécessairement prévue par le poète, mais ma prof a dit ces mots que je n'oublierai jamais. C'est vraiment le père Chapdelaine. Il est partout. Cette œuvre de Maria Chapdelaine est vraiment partout. J'y pense souvent. Mais pourtant, je sais pas si j'ai tant aimé ça, Maria Chapdelaine, mais je remarque que j'y pense souvent. C'était vraiment une quote out of nowhere qui est tombée pile au moment où j'écrivais le scénario de Maria Chapdelaine, et j'ai trouvé le hasard absolument délicieux. Je trouve vraiment qu'elle résume bien la situation. Que vous ayez aimé Maria Chapdelaine ou pas, que l'histoire de Maria Chapdelaine vous intéresse ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais vous devez reconnaître, que vous le vouliez ou non, que cette œuvre-là, elle est ancrée dans les fondements de la littérature québécoise et de l'histoire de notre province. Et on lui doit tout notre respect à ce niveau-là. C'est tout pour ma capsule sur Maria Chapdelaine. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve que je suis vraiment allée beaucoup dans l'ironie, dans le sarcasme, peut-être même trop dans l'humour. Vous m'en direz en commentaire si vous voulez. Mais je voulais vraiment exposer graphiquement tout ce que Maria Chapdelaine a à nous offrir parce que c'est un texte qu'on ne peut que reconnaître comme étant un texte marquant. Puis je sais, moi-même quand je l'ai lu, je suis passée au travers, j'ai comme fait ah! Mais je reconnais la pertinence du texte et l'importance qu'il a dans la littérature. Et c'est ce qui est le plus important. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me parler de votre expérience et de votre lecture de Maria Chapdelaine en classe ou individuellement. Comme toujours, mes liens de recherche sont dans la description. Vous pouvez également me partager les vôtres dans les commentaires pour nous aider entre nous. Je ne publierai pas de vidéo la semaine prochaine vu que c'est ma semaine de relâche à l'université, donc je vais en profiter pour respirer, dormir, faire des travaux, toutes ces affaires-là. On se retrouve donc dans 2 semaines pour une nouvelle capsule d'analyse. Merci à tous et bonne lecture!